Jean-François, Francis et moi Hussein. On vous parle aujourd'hui du pouvoir, la mobilité sociale, la participation aux décisions, la démocratie participative, les institutions politiques et bien évidemment la mobilité sociale. Donc on a un plan de présentation, on fera une petite introduction. Après ça, Jean-François va nous parler du pouvoir, des institutions politiques, la démocratie et la citoyenneté. Après ça, Francis va vous parler la participation aux prises de décision et puis la démocratie. Je reviendrai vous parler sur la mobilité sociale. On aura deux études de cas, donc le printemps arabe puis les gaz de schiste. Après ça, on revient avec une présentation des enjeux majeurs qui entourent le pouvoir, la mobilité sociale puis la participation aux décisions. On aura une petite conclusion, puis on vous lance le débat pour poser vos questions, puis vos commentaires. Donc, on voyait, on a eu 5 concepts. On a pensé à cette petite pyramide. Bon, on se dit que la mobilisation sociale ou la mobilité sociale, ça commence par, c'est la base de notre pyramide. Donc, cette mobilisation sociale va influencer le pouvoir ou va contribuer à changer le pouvoir ou à instaurer des institutions politiques composantes le pouvoir. Alors, et par conséquent, le pouvoir va influencer les autres concepts. Donc, le pouvoir a le pouvoir de changer les institutions politiques, a le pouvoir de donner aux citoyens de participer aux prises de décision, puis bien évidemment, il influence la mobilité sociale et toutes les mobilisations. Donc, Jean-François va nous parler du pouvoir et des institutions politiques. Oui, donc je vais commencer par une très courte définition du concept de pouvoir. On peut décrire ça un peu comme une position d'autorité qui détermine un droit à commander et la capacité d'imposer sa volonté. Puis c'est très important de mentionner, surtout dans le concept de démocratie, que pour manier le pouvoir, on a besoin de légitimité. Parce que si on n'est pas perçu comme légitime dans le système démocratique, on ne sera tout simplement pas élu. Aussi, dans notre système, on peut dire que techniquement, tous les citoyens ont accès au pouvoir grâce au droit de vote, mais dans les faits, c'est une élite qui va manier ce pouvoir-là parce que c'est tout simplement pas possible pour tout le monde de participer au processus démocratique tout le temps. Lorsqu'on parle de pouvoir, on retient souvent le pouvoir selon Montesquieu. En fait, donc lui avait imaginé la démocratie comme étant constituée de 3 pouvoirs qui se contrebalancent l'un l'autre, donc pour éviter les abus. Donc, comme je disais, on a 3 pouvoirs. Le premier, le pouvoir législatif. Donc, c'est lui qui fait les lois. Dans le cas de notre système, c'est le Parlement. On a aussi le pouvoir exécutif, donc c'est lui qui va faire l'application de la loi. C'est le gouvernement. Et puis finalement, le pouvoir judiciaire, en fait, c'est lui qui va interpréter la loi, puis qui va se prononcer sur des cas où on n'est pas sûr si quelque chose contrevient un règlement ou un droit. Donc dans ce cas-là, c'est les tribunaux. Donc je vais faire une très courte présentation de quelques institutions politiques à travers le temps. Je commence par le cas athénien, pour des raisons qui sont assez évidentes. C'est un peu l'enceinte de notre démocratie. Donc, très rapidement, comme vous le savez sans doute, pour participer au système démocratique à l'époque, il fallait avoir le statut de citoyen, ce qui veut dire que ça exclut beaucoup de personnes. Donc, tout d'abord, il faut être un homme, évidemment. Et puis, il faut être un homme qui est né d'un père citoyen et d'une mère dont le père était citoyen. Parce qu'elle, évidemment, ne peut pas être citoyenne. Donc, ça exclut beaucoup de personnes. Mais la façon que ça fonctionne, dans ce petit groupe-là, c'est assez libre. Donc, en fait, les citoyens vont s'assembler sur une colline. N'importe qui peut prendre la parole. Peu importe qui on est, on peut proposer des projets de loi ou en amender. Puis, en fait, ce qui est plus important, c'est à quel point on est éloquent. Donc, ça joue un rôle majeur dans le processus politique athénien. Donc, en fait, c'est des votes à la main levée, puis c'est la majorité simple qui l'emporte. On ne se casse pas plus la tête que ça. Je vais faire un saut de plusieurs siècles pour vous parler très rapidement du système monarchique qui a dominé l'Europe pendant plusieurs siècles. Donc, à l'époque, c'est la monarchie du roi divin. Je prends l'exemple de Louis XIV, surnommé le roi soleil, pour un peu exemplifier la monarchie. En fait, on peut dire que son règne, c'est vraiment l'apogée de l'absolutisme. D'ailleurs,
Vous le connaissez peut-être pour la citation de l'État, c'est moi, qui d'ailleurs, on n'est même pas sûr s'il l'a vraiment dit, mais ça représente tout de même parfaitement son état d'esprit. En fait, à travers son règne, il a éliminé plusieurs positions clés, donc par exemple de premier ministre ou d'autres ministres pour accumuler le pouvoir pour lui-même, le garder autour de lui. Vraiment, c'était le centre de la France, il n'y avait rien qui se passait vraiment sans qu'il y ait quelque chose à dire là-dessus. Par la suite, on passe surtout, en fait, tout de suite à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Puis, on va parler du phénomène, en fait, des Lumières. Donc, ce mouvement-là de pensée bourgeoise, il ne faut pas l'oublier, en fait, c'est pas quelque chose qui est fait pour les masses, c'est pour une élite, tout de même. Pas une élite qui est au pouvoir, mais c'est pour une élite quand même. Et puis, le mouvement des Lumières est très critique de la monarchie de droit divin et des institutions religieuses. Finalement, tout ça, ça va mener à plusieurs révoltes à travers l'Europe. Mais je parle bien évidemment de la première, le cas français. Donc, la Révolution française prend place en 1789. Comme je le disais tout à l'heure, c'est mené par les bourgeois, même si c'est dans les faits tout simplement à cause des chiffres. C'est les masses populaires qui vont faire la Révolution, mais ce sont les bourgeois qui sont derrière. Et puis, d'ailleurs, ça a comme résultat finalement que c'est la bourgeoisie qui va prendre la place de l'aristocratie. Donc, au final, pour les masses, il n'y a pas grand-chose qui change. Les relations de domination sont perpétuées. C'est simplement quelqu'un d'autre qui est au pouvoir. Ça ne durera pas longtemps. En fait, en 1799, Napoléon prend le pouvoir. Donc, lui, il crée un gouvernement hyper centralisé. On va se lancer dans quelques conquêtes de l'Europe, mais finalement, il va finir par être battu. Puis, dès que ça arrive, on retourne temporairement à la monarchie. Puis après ça, en 1848, on va avoir une autre révolution. Puis, encore une fois, la même histoire, la monarchie est abolie, mais ce sont les bourgeois qui se ramassent au-dessus de la société. Par contre, là, l'histoire est un peu différente parce qu'on va commencer par mettre une forme de scrutin qui est en fait le suffrage universel masculin. Donc, ça veut dire que si vous êtes un homme, vous avez le droit de vote, peu importe votre statut social. Par contre, suite à ça, il y a des élections où est-ce que les démocrates socialistes, qui évidemment représentent les masses, ramassent un énorme pourcentage des voix, puis ça fait peur aux gens qui sont au-dessus. Et donc, on va en fait changer la façon dont les gens votent. En fait, on va établir le suffrage censitaire masculin, ce qui veut dire que si on veut voter, il faut avoir une résidence permanente. Ce que ça a en fait comme effet direct, c'est qu'un tiers des personnes qui avaient autrefois le droit de vote le perdent. Évidemment, les plus pauvres. Donc, clairement, pas les gens qui vont voter pour l'establishment, si on peut dire. Donc, je vais continuer avec le système démocratique plus actuel. Au travers des années, on voit que la démocratie évolue. Puis, ça devient de plus en plus inclusif. Donc, par exemple, on va finir par retrouver le droit de vote pour tous les hommes. Puis, plus tard, le droit de vote pour les femmes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est au Manitoba, au Canada, le premier endroit où les femmes ont eu le droit de voter. C'est en 1916. Puis 2 ans plus tard, c'est à travers le Canada pour les élections fédérales. Puis au Québec, seulement en 1940. Donc si vous y pensez, ça fait 75 ans seulement que les femmes ont le droit de voter ici. Puis, on peut prendre par exemple les États-Unis, où est-ce qu'on accorde éventuellement le droit de vote à d'autres ethnies, pas juste les Blancs. Donc, question rapide, selon vous, c'est quoi le système politique exactement au Canada? Est-ce que vous avez une idée? Ou... Hein? Oui, mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus technique, mais en fait, ce que je veux dire, c'est techniquement, c'est une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire. Ce que ça veut dire, c'est dans les faits, bon, vous savez sans doute, c'est la reine qui est au pouvoir, c'est la chef de l'État, mais évidemment, elle a d'autres choses à faire que de gérer le Canada, il faut qu'elle joue avec ses corgis. Donc, elle a un représentant ici, c'est le gouverneur général du Canada, et c'est aussi le commandant en chef de l'État. Donc, un de ses rôles principaux, c'est de veiller au fait que le Parlement a la confiance de la population canadienne. Donc, entre autres, c'est lui qui va convoquer le Parlement, qui va aussi dissoudre le gouvernement s'il y a un vote de non-confiance. Et puis, ses fonctions aujourd'hui sont principalement symboliques, là, on le sait très bien. Si le gouverneur général essayait de prendre le pouvoir tout d'un coup, je pense que tout le monde rirait. Ça s'arrêterait pas mal à ça. Donc, c'est une fonction qui est quand même assez critiquée, là, on le sait. On a aussi plusieurs agences fédérales qui ont divers rôles. Bon, je prends rapidement l'exemple de, disons, Parc Canada, qui gère notre patrimoine historique et culturel. On a ici plusieurs paliers de gouvernement, municipal, provincial, fédéral.
et d'autres. Je vais rapidement traiter du système fédéral. Donc, comme vous le savez, on a le scrutin uninominal majoritaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on vote pour quelqu'un dans un comté, puis c'est la personne qui a le plus de votes qui va remporter ce siège-là pour un parti ou, s'il est indépendant, pour lui-même. Dans les faits, donc, on peut avoir un gouvernement qui est majoritaire sans avoir l'appui de la majorité de la population canadienne. C'est ce qui est arrivé il y a 4 ans, comme vous voyez, les conservateurs avec 40% des votes et 54% des sièges. Et, encore plus impressionnant, ce qui est arrivé il y a quelques jours, avec les libéraux, qui ont seulement 39% du vote populaire, mais 60% des sièges. En fait, les seuls qui ont un pourcentage à peu près équivalent de sièges et de votes, c'est en ce moment les conservateurs avec 32% des votes et 32% des sièges. Parce que oui, ils sont passés d'un gouvernement majoritaire à l'opposition officielle, mais il y a quand même un tiers des Canadiens qui ont voté pour eux. Donc, on peut comparer ça, entre autres, avec le système français. Donc, eux, ils ont pour leurs élections présidentielles et législatives, ils ont le système majoritaire à 2 tours. Ce que ça veut dire très rapidement, c'est que plusieurs personnes peuvent se présenter à un premier tour où est-ce que les gens vont voter pour eux. Puis ensuite, c'est là la différence entre les présidentielles et les législatives. Pour les élections présidentielles, c'est les 2 candidats qui ont eu le plus de votes au premier tour qui peuvent se représenter au deuxième tour. Tandis que pour les élections législatives, il y a plusieurs personnes qui peuvent se présenter. Si je ne me trompe pas, il faut un minimum de 5% du vote populaire pour se présenter au deuxième tour. Au Canada, on propose aussi encore un autre système, parce qu'il y en a plusieurs qui existent. Donc, ici, ce qu'on propose le plus souvent, c'est le scrutin électoral proportionnel mixte, qui est en fait le système écossais. Donc, pour 2/3 des sièges qui existent au Parlement du Canada, on aurait en fait encore le système qu'on a aujourd'hui. Mais pour 1/3 des sièges, ça serait donné aux partis d'une manière proportionnelle au nombre de votes qu'ils ont eu. Donc, plusieurs argumentent que ça serait plus représentatif de la volonté des Canadiens, sans toutefois apporter tous les problèmes qu'il y a avec un système purement proportionnel. Ensuite, une dernière institution canadienne très bien connue, le Sénat, un peu controversé. À l'origine, ça a été créé pour faire contrepoids à la représentation démographique de la Chambre des communes. Bon, ça peut faire un peu mal à la démocratie d'entendre ça, mais en fait, le but est assez noble. C'était pour donner une voix égale à tous les territoires qui étaient peut-être plus petits et qui ont une certaine unicité, par exemple le Québec, les Maritimes. Donc, pour pas que leur voix soit perdue justement dans la représentation démographique du Canada. Donc, leur pouvoir, leur rôle, c'est qu'ils peuvent réexaminer, proposer, amender ou défaire des projets de loi. Les sénateurs sont nommés par le premier ministre et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde le sait, c'est hyper critiqué comme institution politique. En fait, le gouvernement Harper va imposer un moratoire sur la nomination des sénateurs. Donc, en ce moment, il y a 22 sièges qui sont vacants au Sénat. Tout simplement parce que, selon Stephen Harper, les Canadiens ne veulent pas avoir de sénateurs, puis il poussait pour une réforme ou même la dissolution du Sénat, mais selon la Cour suprême, il ne peut pas faire ça unilatéralement, il faut avoir l'accord des provinces. Puis il justifiait ça d'ailleurs en disant que selon lui, les Canadiens pensent que c'est un appareil qui est coûteux et inutile. Donc, comme vous l'avez sans doute un peu deviné par vous-même, le pouvoir est intrinsèquement lié à des classes, à une élite. Donc, par exemple, dans le cas de la Grèce antique, ce sont les citoyens. La monarchie, c'est la royauté et l'aristocratie. Pour la démocratie, que j'ai appelée des Lumières, la démocratie plus bourgeoise, c'est évidemment la bourgeoisie. Puis de nos jours, ce sont les politiciens, les grands capitalistes qui détiennent le plus grand pouvoir politique. Puis évidemment, ces élites-là ont des caractéristiques qui leur permettent de pousser les autres hors du pouvoir politique. On pourrait peut-être dire que c'est un peu leur forme de légitimité. Donc, à Athènes, évidemment, c'est le statut de citoyen qui implique que vous êtes un homme, je vous le rappelle. Aussi, l'éloquence, si on veut vraiment avoir un impact sur le système politique. Pour la monarchie, c'est le droit de naissance, le sexe. La démocratie des Lumières, la richesse, l'éducation, qui était beaucoup plus dur d'accès à l'époque qu'aujourd'hui. Et puis, encore une fois, le sexe. Pour notre démocratie contemporaine, on pourrait dire qu'on a besoin d'éducation, de richesse et, c'est très important, comme je l'avais mentionné plus tôt, de légitimité. Donc, je pose la question, est-ce que vous pensez que la démocratie contemporaine est plus inclusive que toutes les autres formes
le système politique que je vous ai présenté. Ma réponse personnelle, je crois que c'est oui, pour quelques raisons. Tout d'abord, le fait que l'éducation est beaucoup plus facile d'accès aujourd'hui. Le fait qu'on a aussi tous le droit de vote. Et puis finalement, très important, le fait que 50% de la population, c'est-à-dire les femmes, ont aujourd'hui accès au pouvoir politique, alors que dans le passé, c'était pas du tout le cas. Donc je vais laisser Francis continuer. Mais par contre, juste ajouter quelque chose. Quand tu dis que les politiciens font partie de l'élite, en fait, tu fais référence à un phénomène qui est qu'il y a des politiciens de carrière. Oui, c'est ça. Parce qu'on le voit là, comme on l'a vu aux dernières élections, il y a aussi n'importe quel citoyen peut décider de se lancer en politique. Un professeur d'université, peut-être notre prochain ministre des Finances, était il y a une session professeur d'université là. Oui, donc, mais tu as tout à fait raison, il y a une classe de politiciens, on a l'impression, et Justin Trudeau en fait partie, parce qu'il a enseigné une année dans sa vie, il n'a jamais rien fait d'autre que de la politique. Et tu as raison, on a vraiment l'impression que ça devient une classe, une caste de politiciens. Je vais poursuivre avec la démocratie participative. Il manque un petit mot sur la diapo, c'est alternative, dans histoire alternative. Ce qui est intéressant de l'histoire alternative, c'est qu'au même moment où la démocratie athénienne était en train de faire ses petits ronds sur la place publique, du côté nord-américain, il y avait le premier conseil des tribus iroquoises qui faisait la même chose, mais d'une façon beaucoup plus représentative encore de la population parce qu'il fonctionnait par consensus, pas juste par vote majoritaire. Donc, je vous présente cette partie-là de l'histoire qu'on oublie souvent. Donc, l'organisation de la démocratie iroquoise, elle repose à la base sur les femmes, ce qui est totalement différent du côté grec où ça reposait entièrement sur les hommes. Pourquoi sur les femmes? Même si les femmes ne sont pas représentantes du peuple, c'est elles qui ont élevé les enfants et c'est elles qui choisissent le chef du village. Ils choisissent en fonction de plusieurs critères. Le premier, puis il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de disputes territoriales, le premier c'est la protection du village. Le rôle des hommes dans la société iroquoise, c'est la protection en premier lieu. Donc ils choisissaient quelqu'un qui était capable de rassembler une force armée. Là on me dit, on est un peu loin de la démocratie, vous avez raison, mais à la base, c'est les femmes qui choisissent démocratiquement, même par consensus, qui est le chef du village. En plus, le chef est vraiment un pouvoir limité. Le chef, à vrai dire, tout ce qui est, c'est un commandant des armées. Parce que pour le reste, il faut que chaque décision passe, je le répète, par le consensus. Puis c'est pas juste les hommes qui prennent ces décisions-là, c'est hommes et femmes, tant qu'ils ont une certaine sagesse. Parce que le principe de sagesse était beaucoup plus à la mode, on va dire, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on soit sage ou non, on peut voter, tandis que eux, s'ils voyaient que tu faisais bien des niaiseries, ben tu faisais pas partie du conseil. C'est l'exclusion parce que ben, tu étais le seul qui n'était jamais de leur part, puis le consensus est déjà dur à obtenir comme ça. Fait que c'est ça. Je vais passer à la suivante. Donc, ce que je vous disais par rapport à l'histoire, c'est que je disais au même moment, il y a eu la démocratie athénienne et la démocratie participative du côté nord-américain avec les nations iroquoises. Je fais ça mais en fait c'est une supposition historique parce que les vrais écrits disent que ça reviendrait au 14e siècle où il y aurait vraiment eu une association entre les tribus iroquoises qui mènerait l'association est nommée Guyana-Chagawat. Donc ça, dans le fond, c'est la loi de la Grande Paix. Ça ici, c'est techniquement, ils ont trouvé ça grâce à une éclipse solaire qui aurait eu lieu puis qui est donnée dans la Grande Loi. Ça aurait eu lieu autour du 14e siècle. Ils ne sont pas sûrs, mais ça remonte probablement un peu avant. Il y en a qui disent même jusqu'au 9e siècle, ce qui les amènerait pas mal au même endroit historique que la démocratie athénienne. La façon dont ça a fonctionné, au fond, c'est juste qu'à un moment donné, il y a une personne qui s'appelait le grand porteur de paix. C'était c'est son nom historique, évidemment, il a dû avoir un autre nom.
mais c'est le seul nom sur lequel on le connaît aujourd'hui, qui a décidé que là, ça suffit, la guerre entre les tribus iroquoises, on est tous pareils, on est capable de s'entendre. Fait qu'il est arrivé puis il a dit on fait la paix et ça a fonctionné. C'était vraiment aussi simple que ça. Mais il faut dire que le gars, c'est un Mohawk. Puis les Mohawks, dans le temps, c'est ceux qui avaient la plus grande force guerrière. Donc, on peut dire que la force pacifique du grand prêcheur de paix venait de sa force armée. Mais en bout de ligne, peu importe si ça vient de quoi, ils ont réussi à former le premier consensus puis une démocratie participative vraiment fonctionnelle. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est plus vieux comme constitution que la constitution américaine. Fait que, mettez ça dans votre pipe. Maintenant, je vais aller dans quelque chose d'un petit peu plus théorique. La démocratie participative se voit de deux points de vue par rapport à la participation citoyenne aux décisions. Il y a le point de vue pluraliste. Dans le fond, le point de vue pluraliste, ça rapproche de l'idée d'une démocratie comme expression des intérêts et de la démocratie représentative. Dans le fond, ça, c'est juste la visée, c'est les résultats de la mobilisation sociale en démocratie. Tandis que du point de vue de la participation directe, il n'y a pas juste la visée, c'est encore les résultats, mais il y a également un point de vue d'éducation du citoyen. L'éducation du citoyen est très importante dans la participation directe parce qu'au fond, ils considèrent que juste participer au processus de décision, c'est pas suffisant. Il faut aussi s'informer, informer les autres et essayer d'arriver à une meilleure délibération sur l'espace public. Donc, ce qui me semble tout à fait logique aussi. Le problème, c'est que ces concepts-là ont des sous-entendus. Donc, ils sous-entendent que le citoyen a la capacité de gouverner parce qu'il s'informe, ce qui n'est pas toujours le cas. Et que le citoyen raisonne, ce qui est malheureusement non plus pas toujours le cas. La plupart du temps, les citoyens vont avoir tendance à exercer le minimum de ce qu'ils peuvent faire au niveau de la représentation démocratique, le droit de vote. Et encore. Le droit de vote des dernières élections était un peu en bas du 70%, donc il y a encore une trentaine de pourcents de la population qui a décidé de ne pas exercer son pouvoir de démocratie. Là, je vais passer beaucoup par les procédés d'humour pour montrer la démocratie, mais ici, on a un exemple de participation directe à la démocratie. Donc, je vous invite à lire, si ce n'est déjà fait, cette présentation-là. Au fond, ça c'est un exemple d'éducation citoyenne par le citoyen. C'est un peu provocateur, c'est à but humoristique, c'est même un peu léger, mais en bout de ligne, ça fait ce que ça a à faire. Informez-vous si vous voulez changer les choses. Tu mettras ça sur le groupe Facebook aussi. Aucun problème. J'entre encore dans une autre série de concepts. Je vais parler du malaise démocratique, du cynisme et du taux de vote. En fait, je vais commencer par qui a voté ici? Fait que tout le monde qui avait l'occasion démocratique de le faire a pratiqué son droit de vote citoyen. Félicitations, je tiens à vous dire, c'est même pas encore généralisé, vous êtes des bons citoyens, je vous aime bien gros. Vous avez contribué au changement ou au statu quo, mais vous ne le savez pas encore, donc on va voir. Donc, le malaise démocratique ou déficit démocratique, c'est quand même un concept qui est un peu lourd. C'est l'impression que les citoyens ordinaires du Canada et leurs représentants élus ne sont ni entendus ni écoutés par le gouvernement et la bureaucratie. C'est quand même difficile comme concept. Je vais même rajouter en disant que le phénomène entraîne une remise en question de la pertinence du gouvernement, qui se traduit entre autres par une baisse de la participation au droit de vote, ce qui a plus ou moins été le cas là, mais 30% qui n'ont pas voté, c'est tout de même significatif. Surtout si on compare aux années 80 ou 70, où les taux de vote avoisinaient les 80%, on est quand même un peu loin du compte. Ça instaure un cynisme grandissant à l'endroit des institutions gouvernementales. Ce cynisme-là, il apporte une perte de confiance des citoyens envers les institutions politiques. Puis ça mène à une forme de dissonance qui, là, ici encore, je l'ai montré d'une forme humoristique, mais cette dissonance-là est bien réelle. Ça témoigne d'un vrai malaise vis-à-vis des institutions politiques. Ça ici, c'est une petite caricature du PSI qui témoigne de deux éléments majeurs de ce que l'opinion publique, de comment l'opinion publique perçoit les gouvernements au Canada.
Puis ça ici, même si c'est très très léger, ça l'amène à dire que les personnes pour qui on vote, ben, en bout de ligne, c'est des clowns. On peut se permettre de les ridiculiser. On peut se permettre de dire que même Rick Astley, qu'il n'y a pas place à être politicien, mais que même lui ferait un meilleur politicien parce qu'il ne nous laisserait jamais tomber. Mais attends, mais c'est qui? Connaissez-vous la chanson? Non. Est-ce que j'ai le temps? Non. Non, j'ai pas le temps. Non, ok, vous m'expliquerez en marchant. Je vous expliquerai plus tard, mais en tout cas... Mais surtout, ce qui est frappant dans cette image, c'est qu'il n'y a aucune idée politique. Non, c'est ça. On est purement affectif, là. Très rapidement, c'est parce que c'est un phénomène sur Internet où le monde s'amusait à envoyer le vidéoclip de la chanson, puis là, ça commençait, puis c'est ce qu'on appelle se faire Rickroller. Donc c'est juste parce que tout le monde connaît, tout le monde. Plusieurs personnes connaissent. Tout le monde de notre âge connaît ça, puis c'est ça un peu la blague, c'est complètement stupide, mais c'est quand même... Non, il n'y a pas de grande politique en tant que tel. Il n'y a pas d'idée politique. Il n'y a pas d'idée politique, moi c'est ça qui m'avait frappé. Oui, Les paroles, en fait, c'est exactement ça. La chanson commence, c'est comme I will never give you up, I will never... D'accord, c'est ça, c'est vraiment affectif. Très. Et là, ils le mettent pour la politique. Ok, je comprends, merci. Très rapidement, parce que le temps file, je vais vous parler d'un phénomène quand même intéressant, même s'il est un peu méconnu. C'est la participation passive du citoyen au processus de décision. Là, vous me demandez probablement, mais de quoi il parle? Je parle de vos mouvements, votre mobilité. Dans le fond, le MIT a mis en place un projet qui s'appelle Wikicity, qui, avec vos cellulaires, sont capables de géolocaliser vos mouvements dans une ville et voir, dans le fond, où vous prenez l'autobus, où vous traversez les rues. Puis avec ça, sont capables de faire des recommandations aux villes pour dire, vous devriez mettre un passage piéton là, faire passer plus d'autobus ici à telle heure et telle heure. Ça, c'est un exemple qui a été fait à Rome. Il y a également ça dans plusieurs autres villes, mais c'est quand même très intéressant de voir comment juste vos simples mouvements, grâce à vos cellulaires, peuvent être répertoriés et utilisés par le pouvoir politique. Mais c'est quand même grâce à vous, fait que vous aidez, que vous le vouliez ou non. C'est ce qu'on appelle la ville intelligente. C'est très intelligent rendu là. Ça, c'est une carte justement de la ville de Rome, en temps réel, avec les autobus sur place, les flots citoyens et tout ça. C'est un peu complexe, je ne l'expliquerai pas, mais oui. Juste pour dire, la ville de Québec a fait la même chose, mais pour les cyclistes. Et que si vous venez à vélo, vous avez un moyen sur le site, vous pouvez le faire pour améliorer les pistes cyclables aussi. C'est une invitation. Ouais, ça fait à peu près 2 mois que ça a été lancé. Merci beaucoup de la contribution. Donc, je vais passer la parole à mon collègue pour la mobilité sociale. Merci. Donc, en parlant le déplacement, la circulation dans les rues et tout, donc je vais aborder un autre concept. Il faut... Non, ça va revenir. Il y a eu un petit mauvais contact, ça va revenir. Je vous parle de la mobilité sociale, donc attention à ne pas se confondre la mobilité sociale et la mobilisation sociale. Donc ce sont deux concepts complètement différents. Donc je commence par la mobilité sociale qui désigne le changement, le déplacement ou la circulation des individus sur une échelle sociale. Donc ça peut être un déplacement géographique, ça peut être un déplacement sur une échelle soit individuelle ou dans un groupe de société. Donc je vais l'expliquer davantage. Donc les gens naissent à une situation X, donc au cours de leur vie, ils vont aller à l'école, ils vont travailler, ils vont changer de place géographique, ils vont changer de statut. Donc tout ce changement-là va amener à changer le statut social de la personne en soi. Donc je vais citer Montpellier, il définit la mobilité sociale comme étant une activité qui renvoie à des significations multiples qui se réfèrent au déplacement dans l'espace géographique, dans l'espace social, dans l'espace virtuel, métaphorique et personnel. Donc on voit que les gens commencent dans un statut X, dans une famille X, dans une société X, puis à un moment donné, au fil des années, ils vont se développer, ils vont aller à l'école, puis ils vont se retrouver dans une situation différente. Donc, plusieurs types de mobilité sociale ont été décrits dans la littérature, donc j'en ai retenu 4 mobilités. Donc on parle
de la mobilité intragénérationnelle. Donc c'est le mouvement d'un individu au cours de sa vie. Donc la personne se trouve dans une situation à l'âge de 5 ans, à 20 ans, elle va à l'école, donc son statut social va changer. Donc elle va développer des connaissances, elle va avoir probablement un travail, elle va s'acheter une voiture. Donc ça change son statut social. Probablement elle était dans une classe moyenne ou dans une classe pauvre. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle va se retrouver probablement dans la classe moyenne ou dans la classe riche, même pauvre. Donc on peut avancer comme on peut reculer sur l'échelle. Donc il y a aussi la mobilité intergénérationnelle. Donc là ici, on parle d'un changement. Donc l'individu au cours de sa vie, donc il fait un changement. Donc cette école pense que la mobilité se fait par rapport au statut de la famille. Donc si mon père était paysan ou était directeur d'une école ou était un simple salarié, moi, après 20 ans ou 30 ans, je serai probablement directeur, premier ministre, donc mon statut social a changé. Donc ici on parle d'une mobilité intergénérationnelle. Il y a aussi la mobilité horizontale, donc les gens changent de statut social, mais ils restent dans la même catégorie sociale. Donc je suis professeur, je change de profession, je change de métier, mais je reste dans le même domaine. Donc mon statut social a changé, mais il reste au même niveau. Et il y a également la mobilité verticale, c'est la mobilité la plus importante, parce que les démocraties modernes cherchent à avoir des individus qui se déplacent verticalement dans l'échelle sociale. Il y a deux cas, il y a la mobilité sociale ascendante et descendante. Donc ascendante quand les individus montent dans l'échelle sociale, puis la descendante donc quand les gens se dégradent dans l'échelle sociale. Donc si il y a des gens, ça arrive qu'on est dans une famille probablement riche ou à un niveau intellectuel très élevé, on va sortir de la règle et puis on va se retrouver dans une situation moins confortable que celle de notre famille. Donc dans ce cas-là, on parle de la mobilité descendante. Donc pour avoir ce changement-là, les sociétés modernes ou les démocraties modernes cherchent bien évidemment à avoir des individus qui se déplacent dans l'échelle sociale verticalement et dans le sens ascendant. Donc on cherche à avoir des individus qui travaillent, qui vont à l'école, qui s'informent, qui participent, qui s'interrogent entre eux pour atteindre un niveau plus élevé dans l'échelle sociale. Donc pour arriver à cette situation, il y a des déterminants, il y a des facteurs qui influencent la mobilité sociale des individus. Donc il y a les influences familiales, donc le capital social, le capital culturel, les ressources matérielles et financières. Donc ça dépend de notre famille en fait. Si notre famille est confortable financièrement, donc on a les moyens pour aller à l'école, on a les moyens pour se procurer plein de choses que d'autres personnes ne peuvent pas se procurer. Donc le capital culturel et le capital social, donc le culturel, si moi je suis né ou j'ai grandi dans une famille qui soi-disant entre parenthèses intellectuelle, ça va préparer le terrain pour que je sois aussi un intellectuel ou pour que je sois une personne active dans la société. Donc le capital social, ce sont les relations de ma famille. Donc si ma famille entretient des relations, de bonnes relations avec d'autres personnes, si mon entourage est actif, donc ça va influencer ma personnalité, ça va influencer également mon déplacement dans l'échelle. Il y a également les influences sociales, donc ça revient à l'entourage, donc ma société, là où je suis grandi, donc là où je suis allé à l'école, là où j'ai joué dans les rues et tout ça.